Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Sommes-nous tous des fraudeurs ou sommes-nous quand même majoritairement vertueux ? Salut Baptiste. Bonjour Olivier, vaste question. Vaste question, et on en a parlé un peu dans des termes qui ont été un peu chauds ces derniers jours. J'imagine que tu as un peu suivi. Oui, la question a bien vécu, effectivement. Voilà, la question a bien vécu. Alors je rappelle très vite, en fin de semaine passée, une émission, un reportage de Christophe de Borsu sur RTL, met un peu les pieds dans le plat sur la question de la fraude sociale. Alors tant en Wallonie qu'à Bruxelles ou en Flandre même, on a parlé de Jacqueline, cette fameuse travailleuse qui a goûté à 8 années de maladie invalidité après avoir glissé sur une crotte de chien. Tout ça ne s'invente pas, mais toujours est-il que on a évidemment pointé du doigt le fait que certains étaient de très mauvaise volonté à recommencer à travailler, vu qu'elle disait même qu'elle ne voulait plus le faire. Ce qui a fait un foin pas possible. Voilà, c'est devenu un symbole. Alors certains disent tout ça on le sait, et c'est pour ça qu'il y a des réformes, on va en parler, mais il y en a qui ont été choqués par le ton de cette émission qui était effectivement très stigmatisant d'une certaine manière, et donc il y a des suites. Il y a par exemple plus d'une centaine de plaintes qui ont été déposées devant le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc pour quelque part dénoncer le manque de déontologie de ce reportage. Certains disant j'ai été interrogé mais on a retenu que ce qui accréditait la thèse. Les libéraux eux, se sont emparés du sujet en disant voilà, ça prouve notre thèse tant pour les réformes que pour le budget. Georges-Louis Boucher a dit augmenter les taxes pour ça, et c'est vrai que ça peut susciter l'indignation. Mais tu en penses quoi, toi ? Mais attention, terrain glissant. Et pas qu'à cause de la crotte de chien. Non, tout à fait. Mais mon avis, en fait, c'est que quel que soit le bord politique finalement, et quelle que soit la teneur d'un reportage ou l'angle d'un article, ou même la ligne éditoriale d'un média, il faut faire le travail, on va dire, de manière honnête intellectuellement. Alors là, c'est justement ce qui est reproché à ce journaliste. Alors après, on va voir, parce que donc via ces plaintes, il y aura une enquête qui sera ouverte sur ce reportage. Le sujet a quand même été à l'ordre du jour aujourd'hui même à la Chambre ce jeudi. Donc on voit qu'il y a des suites. Mais voilà, donc qu'est-ce qui est reproché si ce journaliste a interrogé par exemple 100 personnes malades de longue durée, mais qu'il a retenu que les 5 cas problématiques, évidemment là on a un problème de déontologie, je pense. Après, j'amène une nuance à ma nuance. Est-ce qu'il faut pour autant se boucher les oreilles, se cacher les yeux par rapport à un phénomène connu et reconnu? Je pense que tout le monde autour de soi connaît des gens qui sont dans une fraude, qu'elle soit sociale ou de l'argent en noir ou quelque chose. Donc voilà, c'est un sujet qui me semble qu'il faut aborder. Après, il reste à savoir la manière. Voilà, toi, je sais que tu es plus remonté ou... Je suis remonté, c'est pas que je sois un fan du journalisme tranché, je suis d'accord avec toi sur le fait que dans l'absolu, on doit essayer de faire notre travail dans la nuance et dans le respect des positions et des différentes couleurs de gris pour donner une vraie vision de la vérité. Cela étant, on s'indigne ici un peu à bon compte de quelque chose qui ne va pas dans le sens qui est la tonalité générale. D'habitude, moi j'ai quand même déjà assisté à des débats, vu des reportages, des enquêtes, des investigations, y compris de journalistes qui sont vénérés, et qui ne sont pas toujours à charge et à décharge. On cherche souvent à accréditer une thèse. Donc voilà, moi je n'ai pas envie d'applaudir, mais j'ai envie de dire aussi, ça met les pieds dans le plat de quelque chose sur lequel il est urgent d'agir. Parce que sur le fond, quoi ? Sur le fond, on a un système social qui craque de toutes parts, ça c'est une réalité. Je veux dire, les dépenses sont bien plus importantes que les recettes. On a un modèle social qui est vraiment à maintenir à flot, et pour le moment on est loin du compte. Et il y a quelque chose qui, moi, m'exaspère plus que tout, c'est qu'on s'est entendu sur un modèle, un gâteau d'abord à créer et ensuite à partager, et que de part et d'autre, et je dis bien de part et d'autre, donc là on met, évidemment c'est peut-être facile de pointer du doigt la fraude sociale, c'est-à-dire les petites gens qui essayent de trouver des manières d'échapper au système. Enfin, ils échappent au système, ils reçoivent des allocations pour des choses qu'ils ne le méritent pas toujours,
évidemment, de l'autre côté... On répond par la fraude fiscale, évidemment. C'est aussi un argument qui oui, mais est la avancé, fraude fiscale, c'est vrai que c'est plus d'argent, sans doute. C'est plus difficile à aller chercher. Le gars qui va planquer son argent dans les îles, je sais pas quoi, c'est évidemment peut-être plus choquant en soi. Mais toujours est-il que, je répète, de part et d'autre, il y a des gens qui minent le système, en réalité. Et je trouve ça insupportable. Et je pense que ça l'est pour, alors sans doute, la majorité des gens qui cotisent et qui payent beaucoup de taxes quand même. Oui, c'est ça, c'est vrai. Après, comme tu le dis, il y a des réformes qui sont sur la table et qui sont sans doute nécessaires pour sauver notre État-providence, avec des réformes courageuses mais qui peuvent faire mal. Mais selon moi, justement, si elles font mal, ça oblige finalement les majorités, qu'elles soient Arizona ou Azur, à être très rigoureux dans leur approche et même leur approche chiffrée. Or, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières semaines ? C'est vrai, le ministre Clarinval, pour ne pas le citer, qui a pris certaines libertés avec les chiffres sur les malades de longue durée, qui a extrapolé sur les chômeurs qui seraient majoritairement étrangers alors que c'est faux. Mais voilà, il en demeure pas moins que ces réformes, selon moi, sont nécessaires, mais c'est pour ça, je le redis, qu'il faut bien les expliquer. Attention quand même, la remarque vaut aussi pour l'opposition. Combien de communiqués n'ai-je pas vu du PTB, d'Écolo et du PS qui prenaient des chiffres et qui les extrapolaient aussi complètement. Je donne un exemple, le taux de chômage qui remonte assez fort en Wallonie. Oui, mais quoi, la réforme du chômage, je le répète, n'a pas encore été actée. Ça sera au 1er janvier, donc on ne peut pas vraiment lui imputer la faute. Deuxièmement, une situation économique est toujours une conséquence des politiques qui ont été faites les années précédentes, et puis l'économie, la macroéconomie est ce qu'elle est, et donc on ne peut pas attribuer les chiffres de chômage au gouvernement actuel qui monte. Mais ce qui est sûr, c'est que on est dans une époque de polarisation, des polarisations qui se fondent parfois sur des approximations ou sur des petites phrases qui sont voulues, parce qu'il y a un certain nombre de cas où je pense que on lâche des choses parfois un peu excessives parce qu'on sait très bien que ça va toucher une cible, donc ça c'est sûr, et qu'on est peut-être dans ce registre-là, notamment par rapport à ce reportage, par rapport à ce que l'on en a fait ensuite, etc. D'accord. Cela étant, il y a des réformes à mener, il faut porter le fer dans la plaie, et là où effectivement ça peut être préjudiciable, c'est que je pense que ça devrait faire l'objet d'un nouveau pacte social. Je sais que le mot est parfois un peu galvaudé, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait le modèle tel qu'on le vit aujourd'hui, il a été créé après la Seconde Guerre mondiale, quand on était dans une période de croissance et de démographie galopante. Or aujourd'hui, on n'a plus de croissance, ou pratiquement, on est autour de 1%, et 2, la population vieillit. C'est-à-dire que les paramètres ont complètement changé. Donc il faudrait qu'on revoie fondamentalement ce modèle social, et pour ça il faut être deux pour danser le tango, comme toujours, c'est-à-dire soit le patronat et les syndicats, soit les libéraux et les socialistes. Je n'exclus pas les autres évidemment, en tout cas il faudrait une large assise sociétale. Alors c'est vrai qu'avec ce genre de moment on en est sans doute loin, mais ça illustre sans doute la profondeur du malaise, je pense. Mais c'est là, c'est tout l'enjeu. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux ? En fait, c'est le fait que tout le monde doit tirer dans la même direction, sur la même corde. Mais ça me fait penser un petit peu aux discussions actuellement au niveau budgétaire, et même à Bruxelles, par exemple, entre le PS et le MR qui sont incapables de se parler et de trouver des compromis. Et là, on a un petit peu la même chose au niveau de l'Arizona, où en fait, est-on encore capable de donner un trophée à l'adversaire, un trophée entre guillemets, est-on encore capable de faire des compromis ? Alors oui, si on veut emmener tout le monde avec soi, est-ce qu'on ne doit pas dire « Ok, on baisse dans les dépenses, l'État est trop dispendieux », mais est-ce qu'on ne peut pas se dire « Ok, il y a peut-être des zones, des niches fiscales, des super riches, oui, qui ne sont pas assez ou pas… » Il faut faire contribuer les épaules les plus larges, comme on voilà, et on peut discuter sur tout, mais en tout cas, c'est vraiment le fait de pouvoir concéder quelque chose à son adversaire et finalement de faire un compromis. Pourquoi ? Parce que la situation est telle que tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on fonce quand même dans un mur parce que entre ceux qui font de la fraude sociale, la fraude fiscale, la croissance qui baisse, il y a ce gâteau à partager qui est de plus en plus petit, et une population vieillissante, c'est un des plus gros problèmes pour le coût des finances publiques. Donc à un moment, c'est trouver le plus petit dénominateur commun. Il devient de plus en plus difficile à prendre, à trouver. Oui, mais ça demande de la hauteur, tu vois. En l'occurrence, le point de départ, à mon sens, c'est quand même qu'il y a un gâteau qui s'est réduit. Alors,
on parle de répartir des richesses, on parle d'allocations sociales, etc. Ok, ça vient d'où ? Ça vient quand même d'une richesse qui est créée. Donc ça, on a tendance à l'oublier dans le débat. Et je pense que c'est le point de départ de ce qui devrait être mis sur la table, c'est-à-dire une vraie stratégie de croissance, y compris pour les entreprises. Alors ensuite, évidemment qu'il faut un effort qui soit équitable, c'est-à-dire que, et là tu as raison, chacun doit abandonner un totem et il faut donner raison au moins sur un point à l'un ou l'autre des partis. Réduire les dépenses qui galopent dans un certain nombre de domaines, et ça ce qui se montre ici. Je rappelle qu'il y a quand même 180 000 chômeurs qui vont être exclus et plus de 500 000 malades de longue durée. Donc, je veux dire, on parle pas d'un petit phénomène, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc marginal, hein, c'est quelque chose qui pèse lourd. Hein. On a autant de malades de longue durée en Belgique qu'en Allemagne, hein, où on est quand même un peu moins nombreux. Donc, voilà, il y a une vraie indignation. Mais à côté de ça, oui, c'est la fraude fiscale, des gens, le sommet de la pyramide qui ne payent pas assez d'impôts, tout ça, on doit pouvoir en parler. Donc, on s'enferme aujourd'hui dans des choses qui sont sans doute stérile, et je vais faire un lien qui vaut ce qui vaut, mais on a des drones au-dessus de nos têtes, on a une menace russe qui est réelle, et je voyais un général sur une chaîne française où c'est un peu le même chaos d'ailleurs, hein, ils ont aussi du mal à trouver un budget et à trouver des arrangements, et il disait, pour le moment on est en train de chicaner chaque jour sur les amendements à la loi sur la sécurité sociale, peut-être que demain on se rendra compte à quel point tout ça est futile parce qu'on aura d'autres priorités bien plus graves. Je pense que, alors c'est un peu dramatisant, mais je pense qu'on est un peu là-dessus. Il faut quand même qu'on prenne de la hauteur, se dire on a un modèle à sauver, mais il y a quand même le feu à nos portes. Hein. Tu as pas tort, hein, tu évoques évidemment le risque géopolitique qui pèse sur nos têtes. Hein. Ces dernières semaines, effectivement, et ces histoires de drones, c'est assez rocambolesque. Hein. Il faut quand même se dire qu'il y a des drones, donc lundi dernier, qui ont survolé une centrale nucléaire en Belgique. Ils n'ont ni été interceptés, mais il n'y a eu aucune réaction politique d'envergure, que ce soit du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre. Donc on est dans ce monde-là où, en fait, effectivement, on se bat pour des pourcents de taxation pour gauche, mais il y a quand même des enjeux qui sont considérables en ce moment. D'ailleurs, ces discussions budgétaires amènent à un alourdissement de l'effort à trouver, de l'ordre de 1 milliard, alors qu'il faut trouver 10 milliards, soit dit en passant. Mais donc là, on en est à devoir demander l'aide à l'Allemagne, au Royaume-Uni et à la France pour protéger et surveiller notre ciel, alors qu'on a en fait une brigade anti-drone. À Zaventem, problème, on ne l'a pas appelé. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas se coordonner entre la police fédérale et la défense. Donc, welcome in Belgium, j'ai envie de dire. Voilà. Tu sais, tout ce dont on parle là, ça me fait penser, je vais encore faire un lien qui vaut ce qui vaut, mais il fut un temps que tu n'as peut-être pas connu, alors que tu étais plus jeune en tout cas, où l'affaire Dutroux a secoué quand même la Belgique dans tous les sens. À l'époque, on parlait de la police et de la justice, hein, c'était ça le nœud du problème. Et je me rappelle de cette notion que l'on ressortait tout le temps à l'époque, c'était l'estompement de la norme. Ça m'a frappé, ça. Et en fait, je trouve que l'estompement de la norme, il est là en permanence aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on décide ensemble de normes, d'un système, de règles, et en fait, toujours, soit on cherche à y échapper, à trouver des manières de fuir, ou alors on ne parvient pas à le faire fonctionner. À l'époque, c'était police, gendarmerie, c'était ça. Il y avait plein d'éléments qui indiquaient la piste du trou, et en fait, on l'a pas vu. Oh, pardon, j'étais un peu fatigué, j'ai pas vu, j'ai pas parlé avec mon voisin. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette option-là. Alors, c'est vrai que le manque de communication risque d'être un vrai enjeu, hein, ce dont on parle là. Mais je pense qu'il est urgent qu'on mette tout ça à plat. Un relativisme constant de tout et de chacun. Oui, il existe des fraudeurs à côté de moi. Bon, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Et c'est vrai que... ou alors les pauvres, c'est qu'ils ont des accidents de la vie. Je ne nie pas le fait qu'il y ait des accidents de la vie, mais enfin, il y a quand même des règles qui font que certains accidents de la vie donnent droit à des indemnités et d'autres pas. Enfin, point. C'est comme ça. Je veux dire... Mais le débat n'a pas fini de vivre, à mon avis. Non, le débat n'a pas fini de vivre. Et alors, juste, je voudrais terminer aussi par un élément qui rejoint aussi sur les deux thématiques, à la fois les fraudeurs et les drones. C'est que dans ce pays, on a aussi tendance parfois un peu à oublier les opportunités que ça représente.
C'est-à-dire que, je l'ai dit, il faut créer de la richesse, il faut créer des entreprises, il faut se lâcher. En fait, parfois, ou trop souvent, on épingle les indépendants qui seraient en train de frauder eux aussi, mais en même temps, il y a des prises de risques qui permettent de créer de l'activité. Pour les drones, il y a par exemple 2 députés engagés de la majorité, ils pourraient être à la manœuvre, mais qui disaient mais c'est une opportunité. Il y a un vrai écosystème wallon sur l'aérospatiale, sur la défense, etc. C'est un marché, mais d'envergure pour demain. Donc là aussi, pensons, alors évidemment, à se protéger des risques, à se prémunir, à sauver les systèmes, mais pensons aussi aux portes que ça ouvre, et au fait de lâcher un peu pour, je répète, créer le gâteau qui nous permet de le répartir par la suite. Merci Olivier. Merci Baptiste. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.